Allô? Est-ce qu'on m'entend? Allô? Je fais un test, hein? OMG. Je crois qu'on m'entend super bien en plus, hein. Alors bonjour! Enfin bonsoir! Comment ça va? Je fais toujours mes petits tests. Je vérifie les trucs. J'imagine que vous vous entendez en double, c'est fort possible, mais ne vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps. Je vérifie le son. Je vérifie que tout va bien. Ça a rien à voir avec avant, hein. Oh là là! Je suis assez content. Par contre, la balance des sons m'a l'air un peu pas très balancée, hein. Hop. Ok, là vous avez le micro bien fort. J'ai peur que vous l'ayez un peu trop fort d'ailleurs, mais bref. Voilà. On va le mettre à fond, c'est plus simple. Alors, allez 2 secondes. Là, le son, il est environ par là. Vous avez le son de la musique. Je la sens pas très forte. On va quand même la mettre un peu plus haut. Enfin, l'idée est là, hein. On va mettre par là. Hop. Je pense qu'on est bon, hein. Il y a le son de la musique. Il y a mon fond fantastique avec mon sablier. Il y a bah, bientôt moi, mais voilà, ma voix est bien. Parce que j'ai une très belle voix, bien sûr. Et sinon, on est bien là, le micro est bien. Bah écoutez, je pense qu'on va lancer du coup. Le son m'a l'air fort fort bien. Pas parfait malheureusement, mais je vais avoir du mal à faire mieux là. Ok, bon, ce sera un test pour. Écoutez, ce sera un test. Voilà, ce sera un test et ce sera un test. Je verrai bien sur la VOD parce que parfois ça s'enregistre pas pareil. S'il faut que je bouge des trucs ou pas. Mais bon. Et du coup, quand je démute mon micro maintenant, eh ben vous avez plus le clip de merde, le son insupportable qu'il y avait avant. Maintenant, il y en a plus. Ça, c'est trop trop bien. Ça veut dire que je peux me muter silencieusement. Maintenant, je peux le faire. J'en suis capable. Bon, bah écoutez, on va y aller, hein. Je vais lancer mes posts et tout. On va y aller. Franchement, on est bien là. Euh... Ouais, c'est bon, ça j'envoie. Oui, ça aussi. Tac. Faut juste que j'aille du coup m'occuper de ça. Ici.
Voilà, bon, désolé, j'étais en train enfin, de regarder un truc important. Alors, si on va le rapprocher, et je vais pouvoir... oui, voilà, c'est ça. Ouais, tous mes paramètres sont bons. Ok, yo! Comment ça va? Admirez à quel point comme cette image est fluide. J'adore. J'adore, j'adore. Et le son est bon. Alors, il n'est pas parfait. J'entends bien qu'il n'est pas parfait. Mais allez voir sur les précédentes VOD, vous comprendrez à quel point c'est un glow-up gigantesque de mon côté. J'en suis très content. Vraiment très content. Et il m'a pas coûté cher en plus. J'ai changé de micro. J'ai enfin changé de micro. Il faut juste pas en parler trop loin, malheureusement. C'est un truc à capsule cardioïde, je sais plus quoi, mais il est quand même très bien. Voilà. Malheureusement, j'ai plus la possibilité de me mute aussi facilement qu'avant, juste en appuyant sur un bouton. Ça, c'est le côté casse-couille. Mais ben, je peux le faire dans OBS, quoi. Mais ouais, le souci, c'est que du coup, ça reste un peu chiant parce que j'ai souvent besoin de tousser parce que je sais pas. Je pense que la baraque elle est super mal isolée et du coup, ça m'aide pas. Et, euh, et ouais, du coup, ce serait pas mal, hein, s'il y avait moyen de muter ça tout le temps, mais malheureusement, enfin facilement, mais malheureusement, c'est pas le cas, donc on fera avec. Peut-être que vous m'entendrez tousser, j'en suis navré. Mais écoutez, c'est tout. Voilà, tous les autres bruits de merde, les filtres passo qui fait de la merde, tout ça, il n'y a plus, c'est fini. Maintenant, on a une belle image, un son correct, et c'est cool. C'est franchement cool, je trouve. Avant, je parlais avec le micro que j'avais accordé à mon casque, donc le petit micro de merde. Donc forcément, en plus, je vous soufflais dessus tout le temps, c'est insupportable. Maintenant, nous aurons un son correct. Voilà, donc il faudra juste que je parle un peu près du micro, le rapprocher. Mais c'est tout. Voilà. A priori, maintenant, le son, il est correct. Plus je vais loin, moins on m'entend bien, plus on a l'impression de m'entendre de loin, mais sinon, c'est bien. Et remarquez comme ma voix est... Bon, elle n'est pas crystal clear, mais elle est correcte, quoi. Elle est bien. Elle est vraiment bien. Si, elle est bien. Si, elle est bien. Attendez, je vais cut YouTube. Parce que là, l'enregistrement me sert à rien. Je le relancerai plus tard. Là. Mon cerveau essaie de faire deux choses en même temps et il est vraiment, mais alors vraiment pas doué pour ça. Donc bon. Enfin, ça dépend quoi. En vrai, ça dépend quoi. Il y a des fois, en fait, souvent, je me retrouve à faire instinctivement plusieurs trucs en même temps. Genre écouter des séries, écouter un autre truc sur le côté, écouter de la musique en même temps et être sur 3 écrans en même temps. Ça, je peux le faire. Mais apparemment, penser à lancer ou cutter la VOD YouTube, ça, j'y arrive pas. Voilà. Bon, écoutez, chacun son truc. Mais voilà, à partir de maintenant, vous m'entendrez normalement super bien. Oh, bonjour Océane, comment ça va? Comment ça va? J'ai changé de micro. J'ai enfin un nouveau micro. Et j'ai une belle image. Et j'ai de la lumière. Et c'est trop bien, je suis content. Et donc voilà, j'ai enfin un plan qui est un peu mieux qu'avant. Bon, malheureusement, ça résonne toujours parce que j'ai un micro, enfin j'ai une pièce de merde en fait. Hein, malheureusement, ici, j'ai pas trop le choix. Mais je suis joasse. J'ai enfin un matériel correct qui m'a coûté un peu cher, mais bon. Ça va et toi? Ça va super. Fatigué, mais ça va super. Je suis content de m'être enfin débarrassé de tous les trucs de merde que j'avais avant. Avant, je parlais avec le micro que j'avais à mon casque là qui était nul à chier. J'avais pas de lampe. Maintenant, j'en ai une. Et je vois plus rien parce que je viens de regarder dedans, mais c'est pas grave. Et j'ai un superbe micro. Voilà. Bon, il est pas parfait, mais les settings sont quand même beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Hein, on va pas se cacher. Il faut juste que je me rappelle de bien parler proche de lui. Voilà. Mais sinon, c'est tout. J'ai enfin un son correct. Voilà. Ça devrait bloquer la plupart des sons qui sont loin. Et ça devrait, voilà, ça devrait quoi. Et sinon, le son est bien. Et tu l'as peut-être pas vu ça, mais j'ai ça aussi maintenant. Ça sert à rien, mais c'est là. Voilà. Au revoir. Hein. Au revoir. Au revoir. Salut.
Et oui, j'étais caché. J'étais caché en fait. Voilà. Et oui, il m'a coûté 400 balles. Je n'ai plus une thune, c'est fini. Mais dorénavant, je dispose d'un bureau à ma taille. Il est à ma taille en fait. Voilà. Et ça, c'est très très bien. Oui. Oh oui. Parce que jusqu'ici, c'était pas le cas. Mon bureau faisait 62 cm de haut. Alors, je suis un être humain normal, dans la moyenne. Ce n'est pas possible. Voilà. Hein. Je fais 1m71, je suis dans la moyenne. Et comment vous dire, ce n'est pas possible en fait. Un bureau de 62 cm, ce n'est pas possible. Voilà. Donc là maintenant, mon bureau, il est à combien? Là, il est à... Ah oui, non. Si, il est à 84,6 cm du sol. Et je peux m'en servir pour me mettre debout. Malheureusement, debout, on voit pas le décor derrière. Parce que debout, c'est trop. Parce que même le décor, on s'en rend pas compte, mais il est petit, en fait. Parce que j'ai que des meubles pour gnome de très mauvaise qualité ici. Donc, je fais avec ce que j'ai. Mais voilà, du coup, maintenant, je peux même marcher sur mon tapis. Et ça, c'est cool. Bref, donc voilà. Oui, le bureau de fou, effectivement. J'ai un bureau très... En plus, j'ai un beau bureau. Hein. La planche est en bambou, 200 €. Mais la planche est très, très belle. Et tout est très beau, voilà, j'en suis très content, tout est super, c'est trop cool. Donc, oui. Là, j'avoue, je me sens un peu plus à l'aise dans mon décor, j'ai un peu de lumière, on voit un peu mieux. Malheureusement, il manquerait une lampe par là, mais la thune, hein, l'argent, donc 2 secondes. et voilà, j'ai ma... C'est pas une key light, mais bon, j'ai mon truc qui éclaire mon beau faciès, mon magnifique faciès, et le son est infiniment mieux qu'avant. Donc voilà, un beau bureau pour que Léo dorme dessus. Et ben, justement... Oui, effectivement, c'est le but. Voilà, j'ai ramené son panier coussin là de je sais plus quelle autre pièce où je l'avais mis pendant l'été parce que bah, c'était l'été et qu'en été il reste pas dans ma chambre très longtemps. Mais là maintenant, bien sûr, c'est le but. Voilà, et j'essaierai de le mettre dans le plan si possible. Le problème c'est que vas-y, c'est compliqué de cadrer. Je sais pas du tout le faire et voilà. Mais oui, c'est déjà arrivé une fois en live, je crois, qu'ils viennent se mettre. Et voilà, oui, tout à fait, il va en plus on est en hiver, donc il va recommencer à venir dans ma chambre plus souvent. Donc oui, totalement, ça va arriver. Léo va venir dormir sur le bureau. Et ça, j'en suis content. Je l'aurai plus près de moi, c'est bien. Parce que sinon, il dort dans mon lit, donc bon, le focus à l'eau. Et du coup, voilà, on va avoir Léo dans le décor. Il va en faire partie. Et ça, c'est cool. Il faut juste que je trouve où le foutre parce que j'ai dit desserrer le décor c'est compliqué et soit on a une impression de moi qui suis tout petit au milieu du rien, soit c'est l'inverse, donc c'est un peu compliqué. Mais vas-y, je vais me débrouiller. Le panier est là en tout cas, donc j'en suis assez content. Voilà. Et donc ouais, on est bien parti là, on a un setup correct. J'ai refait le contour du cadre en pixel art, c'est toujours pas très beau, mais c'est moins pas très beau qu'avant, je trouve, et donc je suis content. Voilà. J'ai remodifié le chat aussi, j'ai mis un fond parce que, voilà, et ça permet de pas la montrer du coup, hein, c'est mieux. Et puis voilà, donc j'ai plein de nouveaux petits trucs, voilà, j'ai plein de nouveaux gadgets. Le son m'a l'air un peu mieux équilibré aussi, ça c'est bien. Le seul souci c'est que je m'entends plus aussi bien qu'avant dans mon casque, parce que j'avais le retour, je sais plus comment on appelle ça, que je n'ai plus, du coup, puisque je ne parle plus dans mon micro et que le son du micro ne m'arrive plus dans le casque. Il y a sûrement un moyen de paramétrer ça, mais voilà. Donc là, pour l'instant, écoutez, on va faire ça. Nous ferons 100 pour l'instant. Mais voilà, du coup, je suis assez content. On est sur un résultat qui est satisfaisant, je trouve. Ça me dérangera plus d'écouter mes VOD. Et ça, c'est bien, quoi. Pour vérifier qu'il y a des soucis ou... Parce qu'il y en a souvent. Mais voilà, là je suis content. Bref, c'est le Creepy Month. Je dis creepy parce que spooky apparemment ça a une connotation raciste. Donc on va pas le dire ce mot, il craint, mais voilà, du coup ce sera le Creepy Month puisqu'on est en octobre et on va faire à peu près la même chose que d'habitude, sauf que en plus des bébêtes chelous, on va parler surtout de créatures qui font peur. Alors oui, mais quoi exactement ? Bah ça dépend, j'ai fait une petite liste qu'il va falloir que je continue d'ailleurs, mais dans ma petite liste, j'ai trouvé une dizaine d'espèces
dont certaines qui mettent mal, quoi. Pas de requins, parce que avoir un peu peur, je veux bien, mais il y a des trucs que je peux pas faire, et les requins, c'est une phobie. Mais j'ai quelques trucs. La dernière fois, il y a 2 jours, on avait vu... j'ai reçu mon micro hier, donc j'ai voulu le paramétrer correctement pour être sûr. Donc j'ai pas live hier. Mais du coup, me voici. Et donc il y a 2 jours, on avait parlé des grosses chauves-souris. Des très grosses chauves-souris qui faisaient... il y en a une qui faisait 2 mètres d'envergure, et l'autre qui faisait... 1 mètre... non, 90 centimètres d'envergure. Et c'est... Alors, celle qui fait 2 mètres d'envergure, c'est la plus grande connue au monde. Hein. C'est le renard volant. Ou la roussette géante, un truc comme ça. Ça, les 2 noms sont bons. Bref. Donc, voilà. Et donc voilà, je suis assez joasse. On a des petites espèces à faire. Et donc, voilà. Aujourd'hui, ce soir, on va parler d'espèces bizarres et peu connues comme d'habitude, mais surtout des espèces un peu déroutantes, disons. J'ai pas que des espèces qui foutent les jetons. J'ai cherché un peu, mais voilà, je vais pas chercher pendant 8 millions d'années non plus. Il y en a qui sont un peu dégueux. Il y en a qui sont juste... Et puis il y en a qui sont... il y en a qui sont un peu plus mid, disons. Mais il y a de tout. Il y a un peu de tout. Donc voilà. Et donc, écoutez, je pense qu'on va commencer. Hein. Oui. Mais d'abord, avant de vous dire quelle espèce j'ai choisie, et surtout pour me laisser le temps de la choisir, parce que, écoutez, j'ai pas encore... bref, mais on a un générique, donc, que je vais vous mettre. Voilà, qui fait bien, oui, n'est-ce pas? Voilà. Clic, c'est magique. Clic, c'est magique. Je clique l'appareil photo sur moi de côté pour voir et entendre un animal en danger. Zoom dans la grande forêt ou même dans la mer pour trouver l'animal. Moi je sais quoi faire. Clic, c'est magique. Bonjour, je suis le chat de Spectre, le mec qui stream. Et oui, c'était Léo. C'était Léo, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on fait là? On va faire le... En vrai, j'ai des poissons. Fort bien goûteux, bien sûr. Mais j'ai une autre idée. On va faire... Il est où? Là. Comment ça s'écrit, ce truc? Ah, attendez, je remets la musique, parce que sinon c'est triste. C'est compliqué à écrire, ce truc. L'hydropote, alors sans S, sinon ça marche pas. On va commencer par un petit sympa. Plus memes qu'autre chose, mais ça reste dans le thème, je trouve. Vous allez comprendre. On va parler de l'hydropote inermis. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Alors, attendez. Là, l'hydropote inermis, c'est un genre de cerf. Hein. C'est un cervidé. Donc c'est pas un genre, c'est totalement un cerf. C'est un cerf. Je vérifie que j'ai bien laissé les bons paramètres sans, sinon c'est chiant. C'est un cerf. C'est un cerf d'eau, un chevreuil des marais ou le cerf vampire. Remarquez, les petites canines. Oui, vous les remarquerez pas parce que c'est pas assez zoomé, mais et bon, voilà. Bref, attendez, hop. L'hydropote. On va trouver des petites photos quand même. On va mettre des petits trucs bien. Hop. Qu'est-ce qu'on a à dire sur... Voilà, ici. C'est un cerf qui a des dents de vampire. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas dans le thème? Moi, je pense que si, voilà. Hop. Voilà. Il est tout pipou. Hop. Alors, je revérifie les paramètres son une dernière fois avant de me lancer, parce que sinon ça va être casse-couille. Normalement, tout est bon. Alors, oui. Ok, bon. Alors, l'hydropote, cerf d'eau, chevreuil des marais ou cerf vampire, est un petit cervidé de l'Asie de l'Est. Il n'est pas classé parmi les chevrotins porte-musc, malgré plusieurs de ses caractéristiques apparentes. Qu'est-ce que c'est un chevrotin porte-musc? Je sais pas.
Je sais pas, et j'ai un peu la flemme de chercher. Donc il est crépusculaire, ça veut dire qu'il sort pendant le crépuscule jusqu'à l'aube. Donc il sort du moment où il n'y a plus de soleil jusqu'au moment où il y en a de nouveau, quand il se couche jusqu'au moment où il se lève. Mais c'est pas vraiment nocturne non plus, parce que nocturne, quand le soleil est en train de se lever, tout le monde est parti se coucher. Là, non. Enfin, en tout cas, les populations sont moins actives quand le soleil se lève. Là, c'est pas le cas. C'est valable que... Enfin, le crépuscule, ça dépasse un peu, quoi. Ça commence de plus tard dans la soirée à plus tard la matinée. Ouais. Donc l'hydropote machin, alors il est crépusculaire, il est herbivore pour un cerf. Est-ce que c'est étonnant? Non, je ne pense pas. Il est graminivore, il bouffe des graminées. C'est des plantes aussi. Il est terrestre, j'ai jamais vu un cerf voler. Il est coureur, ça c'est pas étonnant non plus. Il est vivipare, il pond pas d'œufs. Encore une fois, si vous trouvez un œuf de cerf, je veux bien. Il est territorial. Ah putain, il est polygyne. On va retourner voir, hein, parce que j'oublie à chaque fois. Ça ne veut pas, écoutez, c'est comme ça. Et je sais pas comment ça s'écrit non plus. Polygynie. La polygynie, il me semble que c'est quand plusieurs mâles se tapent plusieurs femelles. C'est pas vraiment un harem non plus, mais c'est plusieurs mâles. Enfin, c'est un mâle qui peut s'accoupler avec plusieurs femelles en même temps. C'est de la polygamie, mais uniquement dans un sens, quoi. Je crois. Enfin bref, vous avez compris. Voilà, vous avez compris, c'est un mâle pour plusieurs femelles. Voilà. Chez les humains, c'est un homme qui peut avoir plusieurs épouses. Mais je m'en branle des humains. Pas les humains... La polygynie désigne le système d'accouplement par lequel le mâle d'une espèce animale s'accouple avec plusieurs femelles. Voilà, c'est ça. La polygynie est extrêmement répandue dans le monde, à l'opposé de la polyandrie rare et du mariage par groupe. Donc on peut discuter dont on peut... Je vais y arriver. Donc c'est très répandu et totalement à l'opposé de la polyandrie et du mariage par groupe. On peut discuter la structure réelle de ce truc-là. Aussi revêt-elle différentes formes, depuis la polygynie sororale, où un homme se marie avec 2 ou plusieurs sœurs, jusqu'à la polygynie sérielle qui tend à remplacer actuellement la polygynie simultanée. On prend des femmes l'une après l'autre et non plusieurs en même temps. Bref, voilà, ils s'amusent en gros. Alors, donc un mâle pour plusieurs femelles et youpi, généralement solitaire quand même, hein, on va passer la plupart de notre temps tout seul, mais quand on trouve une meuf, hop là. C'est un petit cervelet craintif, très craintif. Le mâle est un peu plus grand que la femelle, il possède de grandes canines apparentes, utilisées pendant les combats entre mâles. Les petits peuvent posséder un pelage légèrement tacheté, alors que les parents ont un pelage uni. Une de ces caractéristiques notables est que c'est le seul membre de la famille des cervidés à ne pas avoir de bois. Par contre, ces canines descendantes forment des défenses qu'on retrouve aussi dans la famille des mochidés, des trucs là, les mosquitoes. Ces canines sont tenues librement dans leur cavité, leur mouvement étant contrôlé par des muscles faciaux. Il peut bouger ses dents? Je peux pas faire ça, moi. Je veux savoir comment il fait. Le mâle peut les tirer vers l'arrière lorsqu'il mange. En cas de danger, il fait sortir ses canines et rentre sa lèvre intérieure pour rapprocher ses dents. Il présente alors une impressionnante arme à 2 dents mesurant jusqu'à 8 cm à ses rivaux mâles. C'est à cause de ses dents développées en croc que cet animal est souvent appelé le cerf vampire. Il a des photos et une vidéo. The Saber-Tooth Deer. Oh dear. On le trouve surtout en Asie et en Europe. En Asie de l'Est, en Chine, en Corée du Nord, en Corée du Sud. On a introduit l'espèce alors qu'elle n'y était pas à la base en France et au Royaume-Uni. Sinon, on le trouve essentiellement dans des forêts, des prairies, là où il y a des plantes, quoi. Oui. Voilà. Tout à fait. Ils vivent dans les zones où poussent de grands roseaux. Les roseaux, c'est des plantes. Des joncs le long des rivières, dans les régions montagneuses et dans les champs cultivés d'herbes hautes. On les trouve également dans les prairies ouvertes et les zones marécageuses.
Donc voilà, forêt, pelouse, eau fraîche, estran, ça a l'air d'être en gros la plage. La frutissée, c'est le stade avant la forêt, c'est une bébé forêt où il n'y a pas encore d'arbres, donc c'est surtout des buissons, de l'herbe, de la pelouse un peu partout. Bref, c'est une bébé forêt. Dans les zones humides, dans les biomes anthropiques, en montagne, dans les marécages, dans les marais, dans les zones ripariennes, j'ai aucune idée de ce que c'est. On dirait les zones inondées. C'est un peu des espèces d'îlots, de mini-îlots au milieu de rivières. Dans les tourbières, dans les surfaces agricoles, chez nous, là, dans les endroits transformés pour faire de l'agriculture, dans les eaux saumâtres et près des côtes. On les trouve partout par là, donc. Dans des zones à climat tempéré, voire continental. Comment ça vit ce truc? Les hydropotes n'ont pas tendance à se rassembler en troupeaux, puisqu'ils sont plutôt solitaires, on l'a vu au-dessus, et on les trouve également, généralement, en couple ou tout seul. Un mâle ne tolère pas la présence d'un autre mâle à proximité, et défend son territoire contre tous les rivaux. Il tolère la compagnie de quelques femelles qui peuvent accompagner le mâle à la recherche de bouffe et de repos sur son territoire. Il est galant, disons. Les hydropotes inermis sont plus actifs le matin et le soir, et pendant la journée, ils se cachent généralement dans la végétation dense. Lorsqu'il est dérangé, j'ai perdu ma ligne, il s'enfuit en faisant une série de petits bonds caractéristiques, comme un lapin ou Bambi. Franchement, il fait pareil. Bien qu'ils ne soient pas grégaires et vivent pas en groupe, ces cerfs s'alertent mutuellement en cas de danger par de brefs aboiements stridents. Les femelles émettent un léger bip pour appeler leur fan. Un bip. Les cerfs font bip, ok. Et un cerf blessé pousse un cri strident. Les hydropotes inermis sont capables d'émettre plusieurs autres sons. Leur principal cri est l'aboiement qui sert d'alarme. Et les cerfs d'eau aboient de façon répétée sur les gens et entre eux pour des raisons qu'on sait pas. Voilà. Des raisons inconnues, on sait pas. Ils se gueulent dessus, on sait pas pourquoi. S'il est défié pendant le rut, j'ai jamais trop su comment on dit ça, pendant la baise là, ou en tout cas la drague, un mâle émettra un cliquetis. Mais j'ai pas compris, c'est des clés ou tout à l'heure le bip, maintenant le cliquetis, c'est bon. On ne sait pas comment ce son unique est produit, mais il est possible qu'il provienne de ses molaires. Pendant le rut, un mâle qui suit une biche émet un faible sifflement ou grincement. On se rapproche de plus en plus de la définition d'un Pokémon, je trouve, mais bon. Ça bouffe quoi? Des plantes, on l'a dit tout à l'heure. Il est herbivore, graminivore et se nourrit d'herbes grossières, de roseaux, de légumes, dans des zones cultivées ou d'autres végétaux. Il bouffe des plantes, quoi. Il est polygyne, c'est les mâles qui soulèvent plusieurs femelles. Les hydropotes inermis ont un système d'accouplement polygyne. Putain, c'est écrit là, je suis vraiment trop con. Un mâle s'accouple avec plusieurs femelles à l'intérieur de son propre territoire. La saison des namours s'étend de novembre à janvier et la plupart des naissances ont lieu de mai à juillet, après une période de gestation de 170 à 210 jours. Les femelles peuvent mettre au monde jusqu'à 8 petits, c'est rentable, ce qui est inhabituel chez les cerfs, mais il est plus courant d'en avoir 1 à 3. Après la naissance, la femelle quitte souvent son territoire habituel pour devenir solitaire. Les fans donc les bébés cerfs, passent la plupart de leurs premières semaines cachés dans la végétation, ne sortant que quand leur mère vient les nourrir. Les fans sont sevrés vers l'âge de 2 mois, les mâles atteignent généralement la maturité reproductive à l'âge de 5 à 6 mois, et les femelles à 7 à 8 mois. Les menaces démographiques... Oui, j'ai vu où il était classé. Les menaces démographiques. Dans leur habitat d'origine, les hydropotes inermis sont en forte régression en raison de la destruction de leur habitat et du braconnage. Dans certaines régions, ils sont chassés et considérés comme des parasites agricoles. Ils sont également chassés pour leur viande et pour l'utilisation du lait semi-digéré provenant de l'estomac des fans non sevrés dans la médecine traditionnelle. Ces animaux sont très sensibles aux changements environnementaux et le développement urbain et l'agriculture sont des menaces importantes pour leur habitat. Une grande partie de leur aire de répartition originelle a été perdue. La distribution des hydropotes inermis continue de se décroître et de nombreuses populations sont maintenant assez petites et fragmentées. Ils étaient pleins partout avant, un peu répartis uniformément, et maintenant, vu qu'on n'arrête pas de leur taper dessus parce qu'ils existent et que ça nous dérange, et qu'en plus on piétine leur territoire, et du coup, c'est la sauce. Du coup, ils sont que des petits groupes éclatés un peu partout, au lieu d'être des grands collectifs un peu unis tout le temps, quoi. Même si isolés, d'accord, mais ils sont plus du tout répartis uniformément, malheureusement.
Donc il est classé en vulnérable. Hein. Ouais. Je rappelle, il y a pas évalué, pas assez d'informations, préoccupation mineure, en danger, donc quasi menacé, vulnérable, en danger critique d'extinction, en éteint à l'état sauvage et éteint tout court. Il est vulnérable, on va dire que c'est au milieu. C'est chaud. C'est chaud pour son cul, malheureusement. Selon la liste rouge de l'UICN, le cerf Elaf en République de Corée serait modérément répandu, en particulier le long de la côte ouest, ainsi que dans la zone démilitarisée entre les deux Corées. Mais sa population ne peut pas être estimée. C'est compliqué d'avoir des chiffres clairs. Précis. Des populations spécifiques ont été estimées en Chine, entre 500 à 1000 cerfs dans les zones côtières du Jiangsu, environ 1500 cerfs dans les îles du Sushan, là-bas, et environ 1000 cerfs dans la région du lac Poyang, et puis 500 individus supplémentaires dans la nuit. Et pas le jour, bien sûr. La population britannique d'Hydropote inermis est d'environ 1000 individus. Bref, tout le monde en a entre 500 et 1000, mais pas beaucoup plus, malheureusement. Actuellement, cette espèce est classée comme vulnérable sur la liste rouge de l'UICN. Ses effectifs sont aujourd'hui en train de se casser la gueule. La population ne va pas bien. Pour Bouchou. Fait amusant pour les enfants. Alors, je suis un enfant de 22 ans. Allons-y. Le cerf d'eau chinois est capable de nager sur plusieurs kilomètres, faisant souvent des allers-retours entre de petites îles à la recherche d'abri et de nourriture. Ils sont territoriaux, c'est pourquoi les mâles frottent régulièrement leur front sur les troncs d'arbres pour marquer leur territoire. Je préfère ça plutôt qu'ils fassent leurs besoins partout. De toute façon, il faut pas. Enfin, j'en aurais pas un chez moi, ça c'est clair. Donc voilà quoi, on risque pas grand-chose. Les fans des cerfs d'eau sont capables de se lever dans l'heure qui suit leur naissance et peuvent très bien se cacher. Le cerf d'eau est le seul de son espèce qui n'a pas de bois. Au lieu de ça, il a des grosses canines sa mère qui servent de défense. Ces canines sont maintenues lâchement dans leur orbite et leurs mouvements sont contrôlés par les muscles faciaux. En gros, c'est comme quand vous étiez gosse et que vous perdiez des dents. Ça bougeait beaucoup, mais sauf que lui c'est fait exprès et apparemment ça reste en place. Le mâle peut les tirer, donc ses dents, vers l'arrière pour les écarter de son chemin lorsqu'il mange, parce que ça doit être chiant quand même d'avoir l'équivalent de dents de morse en plein milieu de la tête, quoi. Quand tu bouffes des plantes par terre, c'est pas pratique. Lors de rencontres agressives, il pousse ses canines vers l'extérieur, tel un couteau suisse, et rentre sa lèvre inférieure pour rapprocher ses dents. Il présente alors une arme impressionnante à deux dents aux mâles rivaux. Le cerf possède un estomac principal aux 3 faux ventres. Il rumine, comme les vaches, pour digérer complètement sa bouffe, d'où le fameux lait à moitié digéré là, des gamins, j'ai pas tout compris. Les yeux du cerf sont situés sur les côtés de la tête, ce qui lui permet d'avoir une vue à 310 degrés. Une vue aussi large ne permet pas de se concentrer sur un seul point. Ces animaux ont une bonne vision nocturne, utile au petit matin et à la tombée de la nuit, ce qui explique que c'est des animaux crépusculaires du coup. Les cerfs entendent très bien, ils ont de nombreux manidés près des oreilles, je sais pas ce que c'est les manidés, qui leur permettent de bouger leurs oreilles dans toutes les directions tout en gardant la tête immobile, un peu comme le chat. Mais sauf que là c'est peut-être encore plus vénère. Ils peuvent également entendre des fréquences sonores plus élevées que les humains. Donc ils entendent les ultrasons, je crois. Du coup, c'est ça que ça veut dire. Les cerfs ont un odorat très fin et peuvent détecter les prédateurs de très loin. Ils se lèchent le nez pour le maintenir humide, ce qui aide les particules odorantes à y adhérer, améliorant ainsi leur sens de l'odorat. Je me demande si c'est pareil pour les chats ou si juste ils se lèchent les babines du coup. Je sais pas. Décidément. Ça fait pas mal de gens qui m'envoient des... C'est le même, mais il est ban, dégage. Mais au secours. Pretty. Mais comment ça se fait que je vois ces messages alors qu'il est ban? Que ça ban définitivement ce couillon. C'est un bot, hein, je sais pas pourquoi je me casse les couilles, mais sauf que ça veut pas. Oh, merde. Unban. Bah non, il est ban de partout, pourquoi je continue de l'avoir? Non merde, petit.
Bref. Et donc, c'était l'hydropote, mais évidemment, on n'en a pas fini, on ne va pas s'arrêter là. On en veut plus. Alors, l'hydropote inermis. Tac. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres trucs à dire dessus? Moi, je pense que oui. Hop. C'est pas pratique parce que j'ai tout au même endroit. Là, je dois avoir mon micro près de moi, sinon on m'entend pas. Je dois avoir mon PC près de moi, sinon bah, comment je fais pour taper dessus et lire? Et puis en même temps, j'ai mon téléphone qui est pas loin. Et bref, compliqué. Ah là là, la vie c'est dur. Hein. Alors, oui, non, j'étais là. Oui, c'est. Oui, j'affiche bien. Oui, j'affiche bien. J'avais un doute, je me suis dit, est-ce que j'affiche bien la bonne scène depuis le début? Oui, c'est bien la bonne scène. Tout va bien. Tout va bien. Ah, il est sur Manimal World. Hop là. Et oh, il est sur le Muséum national d'histoire naturelle aussi. Bah, je pense que c'est les deux sites qui vont venir finir le truc. Hein. Ça, c'est pour les images. Alors, l'hydropote inermis. C'est un mammifère artiodactyle. Sans rapport avec les pattes, avec le nombre de doigts, mais je sais plus ce que c'est. Les artiodactyles appartiennent à la classe des mammifères dont les doigts munis de sabots sont en nombre pair. Ah! Oui, ils ont un sabot fondu en deux, quoi. En gros, ils ont deux doigts qui leur servent de pied. C'est un petit peu comme nous avec des claquettes chaussettes, ça fait pareil. Voilà, ce cerf est en claquettes chaussettes. Bien qu'il ressemble plus à un porte-musc, encore une fois, ce truc, on va aller voir les photos, hein, je sais pas ce que c'est, mais c'est la deuxième fois qu'on nous en parle, il faut qu'on sache. Bah, oui, ça a l'air pareil, hein. Ça a l'air pareil. Les mochidés forment une famille de mammifères ruminants similaires aux cervidés, appelés communément les cerfs porte-musc ou le chevrotin porte-musc. Le genre Moscus, je sais pas, est l'unique genre formant cette famille et compte actuellement 7 espèces distinctes, toutes originaires d'Asie. Et ça ressemble fort, hein. Mais genre, il y en a encore ou je vois que des dessins là? Ah, il y en a un là. Ah ouais, du coup, ça ressemble super fort avec le... Mais c'est dense, et pourquoi, du coup, lui? Du coup, si c'est pas les mêmes animaux, c'est de la convergence évolutive. Je rappelle, la convergence évolutive, c'est quand des organismes, des espèces qui ne sont pas cousines directes, ont un trait en commun, mais qu'ils n'ont pas hérité d'un grand-parent. En gros, le poulpe, enfin la pieuvre, ça a un bec, et l'oiseau aussi. Mais c'est pas parce qu'ils ont un ancêtre en commun. Ils ont un ancêtre commun. Toutes les formes de vie sur Terre ont un ancêtre en commun, mais c'est pas parce qu'ils ont... leur ancêtre en commun, il remonte à il y a super longtemps sa mère. Hein, genre quelque part vers les bactéries environ. Donc ça fait super longtemps. Et donc ils ne tiennent pas cette caractéristique, le bec, d'un grand-parent qui se serait scindé en deux, qui aurait donné d'un côté les poulpes et de l'autre côté les oiseaux. Ils ont chacun fait leur vie, ils ont évolué, ils ont drastiquement changé de tête pour donner des trucs qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Et ça a donné, à la fin, ce qu'ils ont là. Et par convergence évolutive, ils ont développé tous les deux un bec. C'est-à-dire que c'est plus pratique pour eux d'avoir un bec que d'avoir autre chose. Et du coup, ils ont tous les deux un bec. Mais c'est pas... Ils n'ont aucun lien direct. Voilà. C'est ça, quoi. Mais deux oiseaux auront un bec qui leur a été donné de leur ancêtre qui avait un bec. Voilà. Là, c'est pas de la convergence évolutive. Un oiseau plus un autre oiseau, c'est des oiseaux. Ils ont un ancêtre oiseau, et cet ancêtre oiseau dinosaure, je rappelle, les oiseaux actuels sont des dinosaures, hein, mais les oiseaux d'avant étaient des dinosaures aussi, avant de devenir des oiseaux. Donc cet animal-là, cette espèce-là, en évoluant, a développé un bec, et puis ça a donné tous les piou-piou qu'on a aujourd'hui. Et donc ça leur a transmis le bec. C'est le nez qui gratte. Ça leur a transmis le bec, mais c'est pas la poule qui l'a... la poule, bien sûr. C'est pas le poulpe, voilà, qu'il a hérité de ses grands-parents en commun avec le piaf. J'ai l'impression que plus je l'explique et moins c'est clair, donc on va passer à autre chose.
Et donc oui, je disais, c'est de la convergence évolutive dans le sens où ils sont cousins, mais pas assez proches pour que les canines viennent d'un ancêtre commun. D'autant que ce groupe-là, qui est quand même fort différent, même s'il ressemble beaucoup, génétiquement parlant, il est très différent. C'est-à-dire que ça ressemble, on dirait vraiment qu'il est cousin, mais en fait, cousin direct, quoi, ou genre jumeau, mais en fait, pas du tout. Il est lointain, lointain. Et, et lui, toutes les espèces qu'il y a dedans ont ces dents-là, j'ai l'impression. Or, l'autre cerf, c'est juste un putain de cerf. Lui, c'est un peu une anomalie qu'il ait ces dents-là. Donc là, je pense qu'on peut parler de convergence évolutive. Ils n'ont pas hérité ces caractéristiques d'un ancêtre commun. Ou alors, ils seraient vraiment très proches, et phylogénétiquement, même si c'est pas le même genre, on pourrait dire, bah en fait, c'est des genres très proches, quoi. Comme nous, Homo sapiens, et le chimpanzé, dont j'ai oublié le nom, mais je sais qu'il est chiant, en latin. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on se ressemble énormément avec le chimpanzé, et même le bonobo, qui est une sous-espèce de chimpanzé, je crois. C'est parce qu'on est vraiment, vraiment très, très cousins. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, je me dis que même s'ils sont proches, c'est sûrement plutôt qu'ils ont hérité ça d'un lointain ancêtre cousin. Et que eux, ils l'ont pas hérité, justement, ils l'ont développé tout seul, alors qu'ils l'avaient pas à la base. Voilà. Pour revenir à notre hydropote, là. Il est l'unique représentant des hydropotes. Donc, on a de l'autre côté les... Ils sont où? Ils sont pas là. Ici, les ça, là. Les mochidés, mochidés, je ne sais pas, eux, qui sont une espèce. Non, ils sont plusieurs espèces. Le genre Mocus est l'unique genre formant cette famille et compte actuellement 7 espèces distinctes. Donc voilà, il y a l'hydropote, une seule espèce, et les mochidés qui sont 7 espèces au total. Mais c'est pas des cousins directs, quoi. Il est l'unique représentant du genre hydropote. Donc ici, notre hydropote, il est tout seul, il n'y a que lui. L'hydropote est également appelé cerf d'eau ou chevreuil des marais. Alors qu'à côté, les mochidés, ils sont tous une famille. L'hydropote est un petit mammifère mesurant entre 77 et 100 cm de long. Je pense qu'on s'en bat la race. Le dimorphisme sexuel. Alors, le dimorphisme sexuel, c'est quand, au-delà des parties génitales, il y a quelque chose d'autre de différent en fonction du sexe. Par exemple, chez les oiseaux, on a souvent la couleur du bec qui change selon si c'est un mâle ou une femelle. Chez les, comment on appelait ça, les bucorves d'Abyssinie et du Sud, on avait vu que la peau, parce qu'il a un peu un genre de peau comme un dindon en dessous du cou, la peau avait tendance à être plus rouge chez le mâle et plus mauve bleu mauve chez la femelle en prenant de l'âge. Ce qui fait que chez les petits, c'est un peu compliqué sans aller regarder directement là où il faut aller regarder. Et en plus, je dis ça, mais non, parce qu'ils ont un cloaque, donc je sais vraiment pas. C'est chiant. En gros, c'est chiant chez eux de savoir quand ils sont petits qui est qui en fait. Voilà, c'est un peu compliqué. Parce que notre moyen facile de le voir à nous, c'est en regardant la couleur de la peau du cou, sauf que, comme j'ai dit, ça se colorise avec l'âge. Donc voilà, avant de savoir qu'il s'agit d'une femelle, elle tente de faire 45 gosses. Le dimorphisme sexuel, donc, est présent chez cette espèce. Il y en a un. Parce que c'est pas le cas chez tous. Figurez-vous que il y a des espèces chez qui il n'y a pas de dimorphisme sexuel. C'était le cas... Je crois que c'était le cas de la chauve-souris qu'on a vu la fois dernière, la chauve-souris à tête de marteau. Sinon, je confonds peut-être avec l'épisode d'avant. Le live d'avant. Ah oui, les mâles donc sont un petit peu plus grands et plus lourds que les femelles à dimorphisme sexuel. J'ai pris l'exemple de la couleur, mais ça peut ne pas être que la couleur, ça peut être la taille aussi. Le dimorphisme sexuel, c'est que les mâles sont un petit peu plus grands et plus lourds que les femelles. L'une des caractéristiques notables chez cet animal est qu'il est l'unique membre de la famille des cervidés à ne pas porter de bois sur la tête. Le pelage de ce cerf est assez épais et grossier. Il est de couleur brun rougeâtre en été et plus grisâtre en hiver.
Les oreilles sont courtes et arrondies. Les jambes sont relativement longues et minces. Et la queue est réduite à un moignon. Ils ont une toute petite queue. Une espèce de boule qui dépasse du cul, quoi. Pour le dire de façon classe, bien sûr. Les jeunes hydropodes sont plus foncés que les adultes, avec des taches et des rayures blanches sur le haut du dos. L'hydropode est doté de 2 longues canines supérieures que l'on retrouve également chez les membres de la famille des Mochidés, et dont il est physiquement, pas génétiquement, proche. En gros, il ressemble beaucoup à son oncle, mais en fait, l'oncle, c'est pas son oncle. C'est comme dans Spy Kids. Bref, il ressemble beaucoup à un mec de sa famille, mais c'est tellement lointain qu'ils sont pas assez proches, quoi, pour que ce soit dû à de la proximité génétique ou parce qu'ils sont proches, genre cousins, quoi, direct. Elles peuvent mesurer jusqu'à 10 cm. Ah oui, les canines donc peuvent mesurer jusqu'à 10 cm de long et dépassent environ 5 cm à l'extérieur de la bouche lorsqu'elle est fermée. Les canines des femelles sont plus petites, ne dépassant que de 5 mm la face interne, c'est pas la taille qui compte. Une petite glande odorante est présente sur la face devant les yeux chez les deux sexes. Ça explique pourquoi ils se frottent la tête contre les arbres, du coup c'est bien comme ça qu'ils marquent leur territoire. Cette autre particularité est également unique chez les cervidés. D'ailleurs, sachez que, alors je sais plus où sont situées les glandes chez les chats, mais quand ils viennent se frotter partout à vous, là, alors d'une part c'est une marque d'affection, c'est aussi une façon de marquer leur territoire. C'est aussi une façon de dire, cet humain est à moi, ne touche pas. Voilà. Et donc, c'est pour ça que quand vous avez été en contact avec des animaux dehors, votre chat va souvent s'empresser de venir se frotter contre vous, histoire de rappeler que vous êtes à lui. Alors, c'est pas à vous qui veut le rappeler, c'est aux animaux qui sont dehors. C'est vraiment une façon de dire non, il fait partie de mon territoire, tu touches pas. C'est à moi. L'habitat, l'aire de répartition originelle de l'hydropode se situe en Chine et en Corée. À l'origine, la population chinoise vivait dans les provinces du Jilin et du Liaoning, dans le nord-est du pays, dans la partie orientale du bassin et dans les îles du Yangtze, mais aussi au sud du pays, au sud-est du pays, dans le nord-ouest du Guangdong, dans le sud du Hunan et du Guangxi central et oriental. Voilà, ça c'était pour la partie géographique, n'y revenons plus jamais. Aujourd'hui, sa distribution se limite également uniquement sur la partie centrale de son ancienne ère, dans la partie orientale du bassin du Yangtze, les populations du nord et du sud ayant totalement disparu aujourd'hui. Actuellement, la répartition de l'espèce dans les deux Corées est sensiblement réduite, bien qu'il existe peu d'informations spécifiques pour étayer cette hypothèse. Il est rapporté comme étant relativement répandu en République de Corée, en particulier le long de la côte ouest. Il reste apparemment assez répandu dans les parties de basse altitude de la République populaire démocratique de Corée, bien que cette évaluation soit faussée par le nombre élevé de spécimens en captivité qui sont probablement comptabilisés avec les individus sauvages. On pense qu'il y en a plein, mais en fait, on compte tous ceux qui sont dans les eaux. Oui, bah ça facilite un petit peu le calcul, ouais. Du coup, à la fin, on n'a pas du tout le nombre d'hydropodes sauvages qu'il y a là-bas, on a le nombre d'hydropodes total, ce qui n'a rien à voir. Nous, on veut savoir combien gambadent dans les forêts, on en a rien à foutre de savoir combien t'en as dans les eaux. Ce ne sont pas des milieux naturels. D'ailleurs, arrêtez d'aller dans les eaux, c'est de la merde. Allez plutôt dans des je sais plus, des trucs comme le Haut-de-Fagne, etc. Des réserves naturelles, voilà. Il y a des tas de réserves naturelles et des parcs et des trucs comme ça qui sont pas des business et qui font en sorte que l'animal soit bien traité, pas enfermé dans une cage de 2 mètres carrés et qu'il soit pas emmerdé par les gens, parce que les zoos, je pense que c'est l'une des manières, enfin l'une des, je pense que c'est et voilà, et c'est pour ça. Donc n'allez pas dans les zoos, ça craint. Je pense que c'est vraiment une façon de normaliser la maltraitance animale qui est totalement sous-estimée. Tout le monde s'en fout en fait, mais quand on vous dit vraiment que l'animal il est enfermé dans une cage, peu importe qu'il a un vétérinaire et que le personnel soignant soit très attaché et fasse attention à l'animal, c'est super, c'est primordial, mais on s'en fout. Là concrètement on s'en fout. Tout ça est totalement balayé par le fait qu'ils vivent dans des petites cages de merde et qu'ils n'ont pas du tout la possibilité de se développer correctement. Demandez aux Parisiens, ils comprendront. Hein,
Donc arrêtez d'aller dans les zoos, c'est de la merde, ça finance un business, exactement comme les animaleries, etc. N'allez pas acheter vos animaux là-dedans, je vous en supplie. Voilà, d'abord pensez à toutes ces organisations qui sont pleines à craquer d'animaux qui demandent qu'une chose, c'est d'être aimés, comme la SPA par exemple. Et sans ça, il y a moyen de trouver ailleurs. Sans donner du pognon à tous ces gens qui font leur beurre dessus. Je pense par exemple à tous les chats de race. Il y a moyen d'aller voir ailleurs. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Léo. Voilà. Léo qui... ça fait 8 ans et demi que je l'ai, il est super. Et je l'ai eu parce que c'était un rejeton d'une portée d'un chat que... genre d'une pote de ma belle-mère qui comptait pas garder les chatons, quoi. Donc voilà. Et pareil, moi, quand j'avais des lapins, bon, il se trouve que j'ai pris un frère et une sœur. Quand j'étais plus petit, avec mes parents, on avait pris des lapins. On a pris un frère et une sœur parce qu'on se voyait pas les séparer. Et on pensait, on était vraiment convaincus que le frère était castré. Hein. Vraiment, on était sûr. Puis on a compris que non. Donc on a voulu faire castrer le mâle. Et genre, 3 jours après sa castration, on a vu qu'il y avait genre 6 petits dans la cage. Merde. Et puis des petits bien développés en plus. Hein. Donc merde. Chier. C'était pas prévu. Donc il a fallu les donner malheureusement. Et je me suis débrouillé pour que tout le monde soit casé. Parce que malheureusement... disons que si j'avais pas été là, les petits auraient été euthanasiés, quoi. Donc, heureusement que j'ai forcé, quand même. Mais voilà, il y a toujours moyen de trouver des gens qui donnent des chats. Traîner 30 secondes sur Internet, franchement, c'est pas ça qui manque, je vous assure. Surtout après le Covid, il y a plein de gens qui ont des animaux, qui veulent pas les garder parce qu'ils les ont pris pendant la période de Covid et que... alors, maintenant, ça fait un moment que c'est fini, hein, mais il y a quand même toujours plein de gens, Covid ou pas, qui ont des animaux, qui les ont pris sur un coup de tête... pour différentes raisons et qui savent pas quoi en foutre et qui se retrouvent à abandonner leurs animaux au milieu de la forêt, quoi. J'ai encore vu sur Twitter un cas, il y a pas juste 10 minutes avant de lancer, j'ai vu encore un cas avec quelqu'un qui expliquait que qu'il y avait un pauvre animal qui était abandonné chez je sais plus qui et que la personne en question était censée s'occuper de l'animal pendant genre 1 jour pour dépanner, et la personne qui lui a filé l'animal est jamais revenue, donc la pauvre meuf se retrouve avec un animal qu'elle a jamais demandé dans sa vie de tous les jours, et c'est compliqué, quoi. Donc voilà, rassurez-vous, c'est franchement pas les animaux qui manquent. Vous trouverez, sans donner du pognon à tous ces trucs de merde. Et dernier truc que j'avais à dire là-dessus aussi, moi mon chat il est noir. C'est un très joli chat noir, il est fantastique. Vous n'avez pas idée à quel point la légende du chat noir qui porte malheur fout le bordel, en fait. Vraiment, ça fait que le nombre de chats noirs qui trouvent pas refuge comparé à tous les autres chats de toutes les autres couleurs explose. Vraiment, les chats noirs, c'est vraiment mal vu, juste à cause d'une superstition, parce qu'il faut le dire, c'est de la superstition. Comme quoi, les chats noirs porteraient malchance, quoi. Les gars, non. Ça craint, vraiment, ça craint. Donc arrêtons d'être cons 30 secondes. Les chats noirs ne portent pas malheur. Non. Voilà. Et ils méritent votre amour tout autant qu'un chat blanc ou qu'un autre chat. Donc voilà. Et ça me casse un peu les couilles de voir le nombre de chats noirs qui se font abandonner ou qui se font pas adopter sous prétexte que les gens pensent qu'ils s'apportent malheur. Enfin, ça déconne, niquez-vous, quoi. Genre, qu'il y ait des gens superstitieux, je peux comprendre, mais ne mêlez pas vos conneries aux animaux, s'il vous plaît. Merde. Gna. Je sais plus où j'en étais. Oui. L'espèce a aussi été introduite en Angleterre et en France, du coup. Ces cerfs proviennent de populations captives vivant aujourd'hui à l'état sauvage, donc c'est des animaux qu'on avait capturés, hein. Captives, c'est ça que ça veut dire, pour les mettre soit dans des zoos, soit ailleurs, et puis finalement on les a relâchés, pour ceux qui étaient relâchables, parce qu'un animal qui a passé la totalité de sa vie en captivité, on le relâche pas comme ça dans la forêt du jour au lendemain. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas du tout adapté à son milieu, en fait. Il a l'habitude d'un certain milieu qui n'est pas le milieu naturel, il n'a pas forcément à se défendre, il n'a pas forcément à chercher pour avoir sa bouffe. Bref, il faut systématiquement passer par une phase de réhabilitation au milieu naturel pour chaque individu qui aurait passé un temps conséquent
ou un moment clé de sa vie où il aurait dû apprendre des trucs en captivité. Et malheureusement, en plus, c'est pas toujours possible de les remettre, dans la nature. C'est pas toujours possible. Donc, voilà. Ceux-là, en tout cas, il y en a une bonne partie pour ceux qu'on a introduits en Angleterre et en France, qui étaient donc des animaux qui étaient captifs et qu'on a réintroduits dans le milieu sauvage. On pense que le nombre d'animaux vivant en Angleterre pourrait aujourd'hui représenter 10% de la population mondiale. L'hydropode préfère les habitats caractérisés par des arbustes et des petits arbres, d'où la fruticée où on le retrouve, que j'ai dit tout à l'heure. Là, la fruticée qui est le stade avant la forêt, c'est une petite forêt sans arbres. Donc on le trouve là-bas. Il aime bien les arbustes et les petits arbres et se trouve généralement près des rivières, des ruisseaux, des marécages, des marais, des roselières, des plaines côtières. Bref, il aime bien là où il y a de la flotte et des plantes. Il peut aussi être présent dans les terres forestières et les collines agricoles. J'ai le visage qui gratte, je sais pas pourquoi. L'alimentation. L'hydropote est un mammifère herbivore dont le régime alimentaire se compose de roseaux, d'herbes grossières, de carex, une plante, et d'autres plantes évoluant en zone humide. Son estomac porte 4 compartiments, mais les piliers du rumen sont peu développés. Pour cette raison, il ne peut digérer les hydrates de carbone contenus dans certaines matières végétales. Ainsi, ce cervidé doit choisir les aliments faibles en fibres, mais riches en glucides solubles, en protéines et en graisses. Si je comprends bien, il peut pas manger des trucs trop nourrissants, sinon il digère pas. Mais du coup, il doit bouffer de l'équivalent de Big Mac sain en termes de plantes, quoi. Des trucs bien gras, bien riches en tout et tout. Mais, enfin, c'est pas du tout riche les Big Mac, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais voilà, il doit s'enfiler de Huggies Bar, quoi. Genre des trucs bien lourds, mais pas riches en fibres. Voilà. Or, les fibres, c'est justement ce qui est nourrissant. Chez nous, en tout cas, pour ce que j'en sais, parce que je fais un régime, il se trouve que les fibres, il faut qu'on en mange une certaine quantité, parce que c'est ce qui fait qu'on est rassasié. Voilà. Donc moins de fibres pour plus de glucides. Les glucides, c'est des sucres, entre autres, et des graisses solubles, des protéines et des graisses. Voilà, moi ça me donne vraiment l'impression qu'ils compensent, qu'ils bouffent moins de riz pour manger plus de Big Mac, quoi. C'est pas ouf. Faut le faire en sens inverse normalement chez nous. Après, on n'est pas les mêmes animaux, hein, mais voilà. Donc ces estomacs font que il peut pas tout super bien digérer, quoi. Donc il est obligé de bouffer des trucs un peu plus gras. Des plantes, hein, toujours, mais bon voilà. Son habitat de prairie est souvent soumis à des incendies qui stimulent la croissance d'herbes nouvelles. Alors ça c'est bien, sauf quand il est dedans. J'avais déjà expliqué, les incendies, c'est pas une mauvaise chose. C'est une catastrophe écologique, non, c'est une catastrophe tout court pour toutes les espèces qui sont dedans qui vont crever, mais ça permet, ils l'écrivent ici, de stimuler la croissance d'herbes nouvelles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les plantes qui n'avaient pas la place pour se développer dans la forêt ont maintenant plus de place pour celles qui ont tanké, et ça veut dire aussi que ça va faire plein de, de cendres, et les cendres, c'est un super engrais. Donc, toutes les plantes qui étaient dans la forêt où ça a pris feu vont pouvoir super bien se redévelopper par-dessus. Et ça, c'est une façon de faire un renouveau dans la forêt. Et c'est nécessaire. Oui, c'est nécessaire. En même temps, la vie s'adapte aux conditions qu'on lui impose. La vie a toujours dû composer avec les incendies, donc elle doit s'adapter à ça. Donc elle fonctionne par cycle avec les incendies. Mais évidemment, entre un incendie qui arrive, entre guillemets, naturellement, et un incendie qui est créé par un connard qui allume ses clopes en plein milieu de la forêt, ou par le réchauffement climatique, ça craint. Là, vous dites peut-être, mais n'importe quoi, déjà, le réchauffement climatique, c'est de la douille. Si vous pensez ça, ne restez pas là, on va pas s'entendre. Et ensuite,
Le réchauffement climatique, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur les feux de forêt ? Donc ça réchauffe la température, et au-delà de tout ce que ça peut faire, pour vous donner un exemple très concret, il y a des plantes qui sont susceptibles de créer un phénomène qu'on appelle la combustion spontanée, c'est-à-dire qu'il y a des plantes qui peuvent brûler beaucoup plus vite que d'autres. Voilà, il y a des plantes qui vont avoir tendance à prendre feu avec beaucoup moins de chaleur, elles ont besoin de beaucoup moins de chaleur pour prendre feu, ou qui sont tout simplement pleines de pollen, et le pollen, c'est super inflammable. Donc, il suffit que la température monte un petit peu trop, et ça prend feu, quoi. Donc, voilà, ça, typiquement, ça arrive beaucoup plus souvent à cause du réchauffement climatique. Voilà. Alors, la saison des Namurs, ou ornières, se produit entre novembre et janvier. Après une période de gestation de 170 à 210 jours, la femelle donne naissance à entre 1 et 3 petits, en moyenne pesant environ 1 kg chacun. Le jeune cerf est capable de se tenir debout 1 heure après la naissance et passe le plus clair des premières semaines à se cacher dans la végétation. La mortalité des jeunes est élevée, avec un maximum de 40% des petits perdus au cours des 4 premières semaines. Ceux qui survivent sont sevrés à environ 2 mois. Les mâles atteignent généralement leur maturité sexuelle à l'âge de 5 ou 6 mois, et les femelles vers 7 à 8, on l'avait déjà dit. L'espérance de vie des hydropotes est de 13 piges en captivité maximum. Donc dans les zoos ou ailleurs, vous les trouverez encore vivants jusqu'à 13 ans. Souvent, en captivité, ils ont tendance à tenir plus longtemps, les animaux. Souvent, pas toujours. En termes de compte, parce ils bénéficient de soins, en fait. Le comportement, c'est un animal principalement solitaire qui se rassemble rarement en troupeau. Son comportement calme et discret est sa meilleure protection contre ses ennemis. Pour assurer cette solitude, les mâles ne tolèrent pas les autres animaux du même sexe sur leur territoire et le défendent âprement contre tous les rivaux. Ils ne tolèrent que la compagnie d'une ou plusieurs femelles. L'agressivité généralement marquée chez les mâles augmente surtout pendant la période de reproduction. Si un adversaire est vaincu, il est poursuivi sans relâche et chassé hors du territoire. Trahison, disgrâce, tout ça. En dépit de son comportement asocial un peu comme moi, l'hydropote fait néanmoins preuve de solidarité envers ses congénères. Lorsqu'il perçoit un danger imminent, il émet un bref aboiement qui sert de vocalisation, d'avertissement. Le cri d'alarme est aigu. Excellent nageur, il évolue dans l'eau entre les différents îlots de son habitat pour rechercher de la bouffe et pour s'abriter. Plus actif le matin et le soir, ce cervidé se cache généralement dans la végétation dense pendant la journée. Et caché. Et oui, donc le braconnage et la destruction progressive de son habitat font que la population se casse la gueule mondialement. En plus d'être chassé à cause des ravages qu'il fait dans les cultures, évidemment, il bouffe des plantes. L'animal est également tué pour sa viande, ainsi que pour le lait semi-digéré que l'on peut trouver dans son estomac, chez les faons, donc les petits, non sevrés, donc qui continuent à boire du lait, quoi. Ceux de leurs parents, qui est utilisé dans la médecine traditionnelle, bande de zinzin. L'hydropote semble être particulièrement sensible aux changements environnementaux et l'agriculture et le développement urbain sont les principales menaces qui pèsent sur son habitat. L'espèce a d'ailleurs perdu une bonne partie de son aire d'origine et sa distribution ne cesse de reculer. De nombreuses populations sont maintenant très petites et fragmentées. En Angleterre, les populations qui avaient été introduites aujourd'hui sont aujourd'hui en hausse. Actuellement, il ne semble pas y avoir d'impact écologique et économique majeur. Bon, ça se casse la gueule un peu partout, mais en Angleterre, ça baise. Si j'ai bien compris, c'est ça. Ouais. Bon, écoutez, c'est mieux que rien. En attendant, l'animal est classé vulnérable, je rappelle. Donc, vulnérable, ça craint. C'est vraiment super chaud. On n'est pas encore proche de l'extinction. Ça pue violent quand même. L'hydropote est considéré comme une espèce en danger d'extinction. Il est inscrit comme vulnérable sur la liste rouge de l'IUCN. C'est l'organisme qui définit si les espèces sont en danger ou pas et surtout à quel degré. Les mesures de conservation recommandées pour l'hydropote comprennent l'élargissement de la réserve naturelle, retenez bien ce terme, de Poyang et l'amélioration de sa protection. La création de corridors d'habitat pour les populations au sein de la réserve naturelle de Yancheng,
la création de nouvelles aires protégées, l'introduction de programmes de formation pour le personnel des réserves, ainsi que des programmes d'éducation et de gestion communautaire. Dans la péninsule coréenne, des efforts sont nécessaires pour lutter contre le braconnage et pour fournir des zones d'habitat sûres pour ce cerf insolite. Voilà. Et donc, c'est l'unique représentant de son genre, mais quand on dit ça, ça veut dire que c'est la seule espèce du genre. Par exemple, nous, on est Homo sapiens, on est le seul sapiens parmi les hommes. Bon, ça veut rien dire être sapiens. Un sapiens, ça n'existe, ça veut rien dire, c'est de la merde. Quand on parle d'une espèce, on doit toujours citer le genre d'abord. On n'est pas des sapiens, on est des Homo sapiens. L'espèce de l'être humain, c'est pas sapiens, c'est Homo sapiens. Il faut mettre le genre dans le nom de l'espèce. Et c'est comme ça pour tout. Par exemple, hydropode, c'est pas Inermis... c'est pas Inermis tout court, c'est Hydropode inermis. Voilà. C'est comme ça qu'on définit en latin, en phylogénie, donc le classement du vivant, c'est comme ça qu'on définit une espèce. On doit toujours mettre le genre et puis le mot de l'espèce pour avoir une précision sur parmi ce genre-là, qu'est-ce que c'est. Parmi les homos, on est des sapiens. Mais on n'est pas des sapiens tout court. On est des homo sapiens. Donc voilà. Évidemment, si vous en parlez comme ça à votre pote, on s'en branle, mais voilà, de la part du petit chieur que je suis, Homo sapiens, oui, sapiens, non, voilà, sachez. Et donc ici, inermis, c'est pareil, non, mais hydropode inermis, oui. Bref, pourquoi je vous emmerde avec ça ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des sous-espèces, que les racistes prononcent race parce qu'ils n'ont rien compris à comment on classe le vivant. Et il y a les sous-espèces qu'on va donc devoir donner une petite précision en plus. Il y a le genre. Pour savoir quelle espèce on est, il faut donner un petit mot en plus, ce qui donne l'espèce, Homo sapiens. Et ben, au sein de l'espèce, il y a parfois des très légères variantes qui font que c'est plus tout à fait la même espèce, mais c'est quand même fort similaire. Et ça vient de cette espèce-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on appelle ça on appelle ça pareil, mais on rajoute un petit mot derrière, encore une fois, pour repréciser parmi cette espèce, qu'est-ce que c'est, comme on avait fait pour le genre. C'est un petit peu comme si on disait Homo, parmi les Homo, on a sapiens, et parmi les sapiens, on a autre chose. Et il faut donner un autre mot derrière. Voilà. Et donc ici, dans les sous-espèces qui représentent ensemble l'espèce totale, on a Hydropode inermis agriopus et Hydropode inermis inermis. Il arrive qu'on donne 2 fois le même... voilà. Et je sais plus pourquoi, souvent c'est pour dire que c'est vraiment cette espèce-là sur laquelle on s'est basé quand on l'a observé pour définir l'espèce dans son ensemble. Et quand on a vu qu'il y en avait d'autres qui ressemblaient beaucoup, qui étaient presque ça, mais pas tout à fait, on leur a donné un deuxième nom un peu plus différent pour bien trancher. Alors ça, c'est pas celui qu'on a observé à base. Voilà. Ou alors c'est pour... parce que les noms en latin ne sont pas juste donnés pour faire joli. On n'appelle pas les espèces Pierre, Paul ou Jacques. On les appelle rouges. Ou littéralement, on les appelle rouges. Voilà. C'est une caractéristique. Sapiens, je ne saurais plus vous dire ce que ça veut dire, mais il y a les noms en latin sont là pour définir... genre les artiodactyles au début, ça c'est un nom latin qui sert à définir un groupe dans lequel on va mettre les espèces. Les artiodactyles, ça veut littéralement dire qu'ils ont 2 doigts. Ils ont 2 doigts à leur pied, quoi. Ils ont un pied en 2 doigts. Et donc ça, c'est ce que veut dire artiodactyle. Mais tout en latin a un sens en phylogénie. Parce que quand on parle de phylogénie, donc les systèmes de classement du vivant, on met toujours tout en latin parce que c'est comme ça. Et donc, inermis, ça veut dire quelque chose, donc ils remettent une deuxième fois le nom pour accentuer l'idée que c'est vraiment celui-là et qu'il a cette caractéristique-là et insister sur cette caractéristique. Et agriopus, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais argyropus, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire non plus, mais ça veut dire autre chose. Voilà. C'est toujours un hydropode inermis, mais lui, il a une caractéristique légèrement différente, quoi, qu'on va donner en latin, du coup. En anglais, l'hydropode est appelé water deer. Parce que c'est cerf d'eau, en fait. Voilà. Oui, c'est écrit là. On a fait le tour, hein, il est classé en vulnérable. Ah oui, et il restait un dernier site que je voulais vous montrer, c'est celui-là. Voilà. Ça, c'est le site du Muséum d'Histoire Naturelle. C'est très cool quand ils font des articles sur ce qui m'intéresse.
Ils font pas des articles sur tout, en même temps, on peut pas toujours tout couvrir. Mais ça, c'est déjà arrivé que que j'ai pris leur site en live et il est très cool. Il est bien organisé, il est facile à lire. Pour une personne qui est malvoyante, je pense que ça doit être pas mal aussi. Donc voilà, finalement, c'est pas plus mal. Le site est assez bien foutu, je trouve. L'hydropode inermis est le seul cervidé à ne pas porter de poids, mais il possède à la place de longues canines qui dépassent de la mâchoire supérieure, véritable arme de combat. On rappelle qu'elles sont rétractiles et elles peuvent partir vers l'arrière quand ils mangent, parce que sinon, c'est chiant. Signe distinctif, l'hydropode est le seul cervidé à ne pas porter de bois. Son pelage brun-roux fonce en hiver. Le mâle possède de longues canines qu'il utilise lors des combats contre les rivaux. On va pas tous refaire, c'est bon. Avec ses canines, il rappelle le Mérix, le premier cervidé qui vivait il y a 30 millions d'années en Asie. Le premier cervidé connu, en tout cas. Les principales causes du déclin de l'hydropode dans son milieu naturel sont le braconnage et la destruction de son habitat qui fragmentent les territoires. Il est recherché pour sa viande, mais aussi pour le lait récupéré dans l'estomac des jeunes. Il est urgent de créer des réserves et des corridors pour relier les populations isolées. Tout ça, on l'avait déjà lu. Il a été introduit dans les parcs anglais à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Depuis, ces populations n'ont cessé d'augmenter, ça baise un maximum, et youpi. Certains individus échappés ont colonisé les zones humides environnantes. Il y en a qui partent pour partir baiser ailleurs, et du coup, il n'y en a pas que dans la zone où on les a introduits, il y en a aussi un petit peu autour, et ça, bon, pourquoi pas. En France, dans le Limousin, il faut voir, la vie, c'est toujours une question d'équilibre, et donc si vous mettez une espèce invasive à un endroit, c'est chiant. Mais bon, là, a priori, on n'est pas trop là-dessus. Donc c'est peut-être pas très grave, allez savoir. En France, dans le Limousin, au cours des années 60, quelques hydropodes issus d'un parc ont formé une petite population sauvage et discrète. Donc vous, si vous êtes français, et que vous aimez bien explorer un peu dehors, ce que je n'aime pas faire personnellement, on sait jamais, allez toujours, pour prendre des photos j'entends, essayez toujours d'en voir un ou deux, on sait pas. Mais voilà. Et voilà. Du coup, il y en a en France. Fiche d'identité, hydropode inermis, durée de vie 12 ans. On n'avait pas lu 13 tout à l'heure, en captivité. Gestion 6 à 7 mois. Gestation, et c'est pas pareil. Tout le reste, on sait déjà. Et donc, on le trouve essentiel. Enfin, la région d'origine, c'est la Chine et la Corée, mais on le trouve aussi en Europe maintenant. Et plus ou moins dans toute l'Asie. L'hydropode, littéralement hydro-eau et pote-pied, appelé parfois chevreuil des marais, cerf d'eau ou cerf vampire, vit dans les zones humides où il se nourrit de végétaux aquatiques. Il nage très bien d'îlot en îlot. Et oui, ce truc nage, j'arrête pas d'oublier, mais oui, totalement. Il est solitaire, le mâle défend son territoire contre tous les rivaux, notamment lors de la période des amours, la période de baise surtout, et ne tolère que la présence des femelles. A l'inverse, des autres cervidés qui ont 1 voire 2 fans par portée, eux, ils peuvent occasionnellement en avoir jusqu'à 6 à 8, mais la mortalité est un peu plus importante. Logique qu'ils en aient plus du coup. Pour être sûr qu'il y en a au moins un qui tienne le coup, et qui puisse transmettre ses gènes, et ainsi de suite. Plus de 40% des nouveau-nés meurent durant leurs premiers mois. Oui. Voilà. Et donc c'était l'hydropote. C'était le petit pote. Merde, j'ai envie de crever. C'est pas grave. Parce que je viens de me rendre compte que du coup, vous savez, l'enregistrement de YouTube que je vais lancer au début, je l'ai jamais lancé. C'est pas très grave, je pourrais toujours transférer la VOD. Mais il n'y aura pas la musique sur cette VOD du coup. Tant pis. Voilà. Bon, c'est chiant et c'est pas très grave. Bon. Donc voilà, sachez, parce que j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je remets toutes les rediffs, sachez du coup que il n'y aura pas la musique sur cette VOD-là. De toute façon, ce live-ci était plus ou moins un test, je suis pas sûr que le son est vraiment équilibré, ça se trouve sur la VOD, on entend trop fort la musique ou pas assez, ou on entend moi trop fort, je ne sais pas. Allez savoir. C'est pour ça aussi que j'ai pas pris le sujet le plus... qui m'intéressait le plus de ma liste. Et oui, il y en a là-dedans. Donc, sachez qu'on a été soft avec cet exemple-là.
j'ai des trucs qui sont vraiment bien bizarres. Voilà. Pour les prochaines fois, j'aurai vraiment des trucs très très bizarres. En attendant, ça fait 1h16 que je stream. Voilà, ça fait 1h16 que je stream. J'ai faim. J'avais faim en lançant. J'avais faim cet après-midi. J'ai faim depuis des heures. Et j'ai faim. Ouais. Voilà. Donc, je pense que je vais vous laisser là. Demain, c'est dimanche. Donc, il y a de bonnes chances que je stream. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Sachez que je stream sûrement demain. J'ai envie de dire que ce serait normalement en début d'après-midi, mais bon, voilà. Ça fait des jours que j'arrive pas. À chaque fois, je finis par lancer le soir. Bon, là, en vrai, j'ai plus d'excuses. Aujourd'hui, j'avais le micro. Les autres jours, j'avais d'autres trucs. Là, j'ai plus d'excuses. Tout est réglé. Alors, il y aura quelques trucs à rechanger, je pense, quand je regarderai la VOD. Mais enfin, globalement, c'est bon, quoi. On est tranquille. Donc, je sais pas trop. Mais normalement, là, j'ai plus d'excuses qui font que je vais retarder les lives, etc. Parce que là, j'étais prêt à live vers 16h. Hein. Oui. Et finalement, non. Parce que j'ai voulu vérifier des trucs. J'ai regardé le micro. Puis après j'ai été pris sur Twitter. Bref. Voilà quoi. Là, demain, je vais essayer de me tenir un peu à mon rythme. En plus, c'est compliqué parce que maintenant, je fais du sport. Enfin, j'essaye. C'est-à-dire que je marche sur mon tapis de marche. Et ça prend du temps. Voilà. Depuis que je l'ai surélevé de 5 degrés et que j'ai augmenté un peu la vitesse, du coup, ça me fait 1h30. Mais sauf qu'après, je suis trempé. Voilà. Donc, il faut que je j'aille me laver, quoi. Donc voilà, du coup, c'est chiant, ça prend du temps. Et après, parce que moi, j'ai une peau de merde et on a beaucoup de calcaire ici, donc je suis obligé de mettre des crèmes, des huiles, des machins, Bref. Mais à la fin, j'ai moins de démangeaisons et ma peau me dit merci, donc bon, il vaut mieux. Mais voilà, du coup, ça prend des plombes, c'est un peu chiant, et voilà. Mais bref, quand je finis ça, en moins d'1 heure, je suis prêt, quoi. Donc voilà, comptez que je peux être là d'ici demain vers 14h. En vrai, je compterai pas parce que je mange vers midi. Et tout de suite après, je marche, quoi. Bref, je lance dans l'après-midi jusqu'à début de soirée. Et il m'arrive de finir vers 21-22h. Voilà, mais écoutez, voilà. Je lancerai un stream au hasard. Prenez-le, vous prenez-le pas. Vous verrez bien. En attendant, sûrement à demain. Et puis bonne soirée. Voilà. Ciao.